Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Libre avec un livre qui reçoit pour vous un auteur déjà passé par ici pour son premier ouvrage. Cette fois-ci, il en a comme une deuxième, Au royaume de la stabilité virtuelle. C'est signé Atchou-Henri Doutetien. Monsieur Doutetien, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça va très vite, hein? C'est déjà le deuxième livre. Oui, c'est le deuxième. Le troisième et le quatrième sont en préparation. Disons même que le troisième, il est prêt? Pratiquement. Pratiquement. Alors, on avait parlé un peu de vos années scolaires, de votre vie de village dans le tout premier. Cette fois-ci, vous revenez un peu sur votre expérience, en tout cas votre parcours professionnel, votre séjour dans l'administration publique et les souvenirs que vous en gardez. Et surtout, vous extrapolez pour parler un peu de la vie politique de votre pays. On commence par préparer ses mémoires, c'est ça? Pratiquement, on laisse quelque chose pour que, n'étant pas historien de profession ni de capacité, on laisse quelque chose de la façon dont on a vécu les choses pour que les gens s'en inspirent un tout petit peu. De traverser les choses et s'en sortir. Alors, ça commence par votre séjour en France. Évidemment, après, je dois dire, une bourse obtenue, les études supérieures, etc. L'ouvrage s'ouvre sur votre retour au village après quelques mois à l'étranger pour études. Vous arrachez, vous concordez si tant attaché à votre village, à votre Zinvier, à vos Mekalavi. Vous arrachez comme ça de façon... je ne vais pas dire accidentelle, mais aussi rapidement de votre localité. Qu'est-ce que ça vous a fait, votre premier séjour à l'étranger? En fait, disons que ce n'est pas exceptionnel. Pratiquement tous ceux de ma génération ont été arrachés un peu à leur réalité. Arrachés, on allait, mais c'était voulu, c'était cherché, c'était disputé. Donc, on voulait y aller pour aller chercher la connaissance, acquérir des choses et revenir pour participer à la mise en œuvre de ces choses. C'est quand même curieux qu'on rêve d'aller étudier seulement et pas de rester là-bas. Oui, rester là-bas, je dirais que c'est accidentel. Pour certains. On n'est pas parti, on n'est pas des immigrés. On n'émigrait pas pour aller rester. On émigrait, on savait qu'il y a un temps, 5 ans, 8 ans pour les plus longs, on se disait, on va chercher de la connaissance, on va venir faire valoriser ces connaissances-là ici, c'est le but. Certains restent, il n'y a pas beaucoup quand même qui restent, mais... je dirais que pour eux, c'est plus ou moins accidentel. C'est quand même curieux, je le dis et je le répète. En votre temps, les gens, ils ont envie de partir étudier juste et revenir. Aujourd'hui, ce n'est pas la même réalité. Hein. Les gens, ils veulent partir coûte que coûte. Et quels que soient les moyens par lesquels ils vont y aller. Mais disons que c'est autre chose. Les temps, chaque temps a son temps, comme on le dit. Et nous, on a vu des choses et on s'est dit, notre vocation, c'est aller chercher et venir faire ce qui se fait ailleurs et de mieux chez nous. Parce que aussi, nous avons confiance et nous avons conviction que nous serons plus utiles chez nous au retour parce qu'on a besoin de nous. C'est peut-être prétentieux, mais parce qu'on a besoin de nous, nous pensons que nous serons plus utiles ici que de rester. Donc on était en mission. Tout un peuple nous a envoyé en mission acquérir des connaissances et lui ramener ces connaissances pour participer à l'émulation et au développement de ce peuple. Aujourd'hui, les conditions ont certainement changé et disons que je peux dire en griffe, l'attrait du retour n'est plus aussi prononcé que ça. Ce qu'on avait, parce que nous, on se disait, il y a des choses qui nous attendaient, on avait besoin de nous. Donc nous n'étions pas dans la perspective. Peut-être que l'élément réinsertion professionnelle fait aujourd'hui la différence, parce qu'avant, dès lors que vous rentrez, vous avez systématiquement un boulot qui vous attendait.
Oui, on ne dirait pas de boulot. C'est-à-dire, il y a une place qui vous attendait pour développer des choses. Et naturellement, cette place-là, c'est accompagné des moyens. Mais les moyens, c'est les moyens de son temps. C'est les moyens liés à la place. Aujourd'hui, c'est peut-être pas nécessairement la même chose. Vous voyez, c'est ça la grande différence. Avec le recul, est-ce que vraiment vous avez contribué à quelque chose? Est-ce que ceux qui sont revenus, cette première, deuxième génération, ou ces générations, ces premières générations qui sont parties et revenues, nantis de diplômes, de connaissances de blancs, etc., ont-ils vraiment aidé le pays? Ou bien le meilleur choix a été celui de ceux qui sont restés sur place là-bas? Je ne parle que de mes professeurs. Puisque moi, tous mes professeurs qui m'ont formé au lycée, à 90%, étaient des Dahoméens béninois qui sont partis et ils sont revenus. Je ne parle que de mes professeurs. Donc au moins de m'avoir formé pour que je puisse y aller et revenir, c'est qu'ils ont été utiles à quelque chose. Je parle d'abord de mes professeurs, mais je parle des professeurs qui ont fait Dakar partout, les professeurs Gouloté, nos illustres professeurs, tous sont revenus travailler au CNHU. Tous ont apporté leur contribution au développement sanitaire de notre pays. Et ils ont été utiles. Personne ne peut le leur dénier. On se trouve, bon, évidemment, les premiers amours, ça naît, c'est l'âge-là, l'anecdote où vous retrouvez, je ne vais pas dire par hasard, dans la maison, etc. Toute cette ambiance, on a l'impression d'une insouciance et que la vie n'était pas aussi compliquée comme elle est aujourd'hui. Mais à toute période, la jeunesse, c'est l'insouciance. Ah oui, pas comme aujourd'hui, avec la pression qu'elle a, les exigences, les charges. Mais non. Vous voyez, on a toujours une petite lumière, toujours l'espace qui se doit pour rêver, quel que soit le temps et quel que soit l'âge qu'on a, quelles que soient les difficultés du temps, il y a toujours l'espace pour rêver et pour entreprendre et faire des choses. On sait que le parent était quand même difficile en matière de sentiments entre les jeunes. Mais vous, ça a été facile, j'ai l'impression. Et quel parcours? Je dis, les parents, dans le temps, ils étaient toujours difficiles quand il s'agit de sentiments entre les jeunes, etc. Ils étaient très tatignons là-dessus. On n'a pas l'impression que vous aviez eu autant de pression. Oui, mais en fait... Qu'est-ce qui représentait les difficultés au niveau des parents? Parlons, quand un jeune homme va rencontrer une jeune fille, la première chose, c'est quelle est la religion? La première chose, c'est ses parents font quoi? Mais ce n'était pas les préoccupations de beaucoup de parents en ce temps. La préoccupation était plus simplement, vous avez rencontré une jeune fille, elle fait la préoccupation principale était, elle fait quoi? Ce n'est pas, elle vient d'où? Ce n'est pas ce qu'elle est, qu'est-ce que sont ses parents. Moi, je suis venu du village, j'ai rencontré une jeune fille dont le père et la mère étaient des directeurs et directrices d'école. Mais ça, c'est moi que les parents regardent, et non d'où je viens, et non de ceux dont je suis issu. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Comment vous aviez fait pour résister à, comment je peux dire, la transformation possible que la modernité, la rencontre d'autres civilisations aurait pu avoir sur vous, sur votre personnalité, quand on voit un peu le parcours, je dois dire le trait conservateur que vous aviez gardé de vous, de vos ancêtres, de vos origines, de votre culture? Oui, mais c'est que, en fait, nous ne sommes jamais sortis de notre culture. Et on s'est cultivé de la culture de l'autre. Et on connaît l'autre. Ce qui nous permet, du fait que nous nous connaissons nous-mêmes, de rencontrer cette culture et de garder notre personnalité vis-à-vis de cette culture. Donc il n'y avait pas un problème de tel truc est supérieur à tel autre. Non.
nous étions fiers de nous, nous connaissons l'histoire de chez nous et nous savons qui sont les rois de chez nous, qu'est-ce qu'ils ont fait pour lutter contre. Mais nous disons, les autres, ils sont venus nous combattre, ils avaient des moyens de ce temps, mais nous irons chercher chez eux les moyens plus modernes aujourd'hui pour pouvoir les combattre. Oui, mais on a vu des jeunes Africains nés entre les jambes, excusez-moi de le dire comme ça, au pied du Toulegba ou de je ne sais quelle autre divinité, aller étudier et revenir, donner un coup de pied dans le derrière de ce même Toulegba avec cravate au cou, etc. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas subi cette transformation intérieure-là? Mais en fait, du fait qu'ils n'ont pas subi de transformation, c'est que ils confondent la sociologie du milieu, vivre ensemble, avec une religion. La culture, ils confondent la culture dans son essence avec la religion. C'est deux choses, c'est vrai. Une religion est incarnée dans la culture. Dans la culture, absolument. Elle est, tout à fait. Mais une religion ne vous empêche pas de maintenir votre personnalité. Si vous rejetez votre culture, vous avez perdu, vous n'êtes plus vous-même. D'ailleurs, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Monseigneur Adoukonou, depuis 60 ans, il a créé au Bénin le mouvement de Bewigodo. Ça, c'est Monseigneur Adoukonou qui a créé le mouvement de Bewigodo. Mais ça n'a rien à voir avec la religion catholique. La religion, non, ça n'a rien à voir avec le vaudou. Mais c'est les concepts que la société gaobienne, la société fond, la société goût, la société prend pour honorer ses morts, pour faire des choses. Ce concept-là est trans. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas lié à une religion. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On a toujours cru que c'est les études, c'est la découverte de l'Occident qui crée cette perturbation en eux. Oui, ça peut créer, mais il faut pas, moi je pense qu'il ne faut pas s'attarder là-dessus. Il faut former les enfants à la base à ce qu'ils sont. Et ça leur permet pas de résister, de comprendre ce que sont les autres et de se faire valoir par rapport aux autres. Vous avez été témoin, pour parler de notre volet, de votre parcours raconté dans cet ouvrage-là, vous avez été témoin presque de l'agression du 16 janvier 1977, alors même que vous vous apprêtez justement à prendre service. Alors, vous racontez les choses avec autant de précision et de détails, comme si le jour-là, vous aviez pris votre plume pour noter les événements. Non, en fait, c'est que nous avons eu une formation c'est peut-être quelque chose de formidable et que les gens n'ont pas aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Il y a le film radiophonique. Le film radiophonique, ça nous formait à la mémoire et ça nous formait à connaître des choses sans image. Le film radiophonique. Donc, si vous avez, c'est ça qui fait l'exercice qu'on faisait à l'école, dans les collèges. Vous avez la dissertation philosophique, la dissertation littéraire, mais vous avez aussi la description, raconter des choses. Donc c'est cet exercice qui fait qu'on retient des choses qu'on relate et on les relate de manière à ce que l'interlocuteur se sente concerné et il vit l'événement. C'est comme un film radiophonique raconté. Et vous avez donc vécu ce jour-là? J'ai vécu ce 16 janvier d'une manière. Ça s'est passé à la vue de tous. Et le lendemain, ma fiancée était allée à la faculté de médecine au champ de Foire pour aller régler un problème de certificat de scolarité. Et du coup, ça a commencé par tirer dans tous les sens. Je prends la moto, je m'en vais là-bas, je la cherche partout. Et puis, j'ai fini par tomber là-dessus. J'ai crié à tue-tête. Et il y a une dame, la secrétaire principale de la faculté, qui a ouvert et dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et l'autre, ma fiancée est recroquevillée dans son coin, dit, c'est moi qu'elle cherche. Et depuis ce temps, Madame Dossu-Leveau m'appelle toujours Clo-Clo. Et partout, elle me voit. Et c'est ça d'ailleurs. Elle a sorti le mot ce jour-là. L'amour est plus fort que la mort. Avec tous ces coups de fusil
qui se lève partout, vous venez chercher quelqu'un. Voilà. Vous, c'est votre façon de vivre ou d'avoir vécu l'agression du 16 janvier qu'on ne montre pas souvent à la télé ou dont on ne parle pas à la radio. Chacun l'avait vécu à sa façon. Chacun avait vécu à sa façon. Chacun avait vécu l'événement avec petit quelque chose. Mais du point de vue politique et national, comment est-ce que vous analysez justement la façon dont le pays s'est mobilisé, doit-on dire, ce jour-là pour faire, doit-on dire, barrage à cette agression-là? Mobilisation du pays, je n'ose pas dire ce grand mot. Mais surtout, les forces armées ont beaucoup travaillé. Et ils ont servi de ferment aux autres pour pouvoir les accompagner. C'est après coup, à la limite, quand la période difficile est passée, que tout le monde dans les quartiers et ailleurs tout le monde a pris le relais. Et c'est comme ça que ça se passe toujours dans les luttes communes. Tel qu'on le raconte, on dit souvent les populations sont sorties massivement, etc., pour montrer c'était patriotisme. C'était un patriotisme. C'est quoi? Vous étiez quand même un témoin, vous étiez quand même un intellectuel, alors vous savez lier les événements, les choses, et vous savez vivre aussi, certainement. Mais chacun était témoin, à la limite, je vais dans sa chambre à coucher. Vous avez fait quoi à part chercher Clo-Clo? Moi, vous n'avez pas cherché un fusil pour défendre votre pays, vous êtes allé chercher Clo-Clo pour la récupérer. Pour aller retrouver Clo-Clo. Alors on va parler un peu, quand on parle d'agression du 16 janvier 1977, c'est forcément qu'on ne peut pas occulter cette longue période que le Bénin a connue, notamment la révolution que vous avez d'ailleurs connue aussi. Avec le recul aujourd'hui, le Bénin avait-il besoin de connaître ça? Oui. Connaître la révolution. Connaître la révolution. Connaître la révolution. Subir la révolution. Ce qui s'est passé, c'est un temps de libération nationale. Et la libération nationale passe par la conceptualisation d'un certain nombre de choses. Des dirigeants sont devant et on dit nous allons faire comme ceci, mais le but principal, c'est nous libérer et développer le Bénin. C'est le but principal. C'est ça la chose qui est la plus importante. Qu'il y ait eu des erreurs, qu'il y ait eu des choses, des dérives ou pas. C'est le but principal. Personne ne peut nier cet objectif qui est l'objectif principal. Mais l'accent sur ce sur quoi la révolution mettait surtout l'accent, c'est la formation patriotique, militaro-civique et tout ce qu'on veut avec. Je dirais, c'est des conceptions de moyens pour arriver à une fin. C'est-à-dire... Mais vous parlez d'escroquerie? Oui, mais des moyens peuvent devenir une escroquerie. Dire aux gens, bon, vous, en notre cas, on travaillait, on nous envoie en formation patriotique, on coupe notre salaire, on nous donne 15 000 francs par mois, vous perdez 90%. Mais en ce moment-là, on disait que c'est votre effort pour y participer. Mais in fine, quand on voit après que cette coupure de salaire, ça n'a pas débouché sur ce qui était prévu pour être, vous l'appelez escroquerie. Il y a d'autres personnes qui sont restées dans l'entonnoir et qui en ont tiré profit. C'est-à-dire, les éléments au départ, c'est comme toute décision. Au départ, tout le monde est d'accord, c'est une bonne chose. Mais à l'entonnoir, il y a des petits malins qui en ont profité et vous réveillez après, vous dites, mais quoi? Nous, on fait le sacrifice et d'autres restent là, mais non, on sert, mais non, on fiam. Voilà. Mais ça, il faut le dire. Vous avez pris service, faut-il dire, au service des études générales du ministère de l'équipement. Quel était l'état des lieux alors? L'état des lieux,
de la politique nationale de développement, notamment dans ce Il y chantier. avait toujours une planification. Est-ce que c'était si rigoureux que ça? Parce que généralement, l'histoire, enfin, quand on nous raconte l'histoire, on a l'impression qu'il n'y avait rien à faire, rien n'existait, qu'il fallait tout planter, il fallait tout faire à la fois. Oui, en fait, tous les pays africains, on est rentré dans l'indépendance. Les menus. Puisque tout se décidait par le colonisateur. Le gouverneur était avec son équipe composée des chefs services du gouvernorat venus du pays du colon. C'est lui qui faisait tout. Et on reléguait les indigènes aux travaux subalternes. Vous imaginez? On dit le Zaïre d'antan, le Congo démocratique d'aujourd'hui. Au moment où il prenait l'indépendance en 1962, il n'y avait qu'un seul bachelier dans ce pays. Ah oui? Ah oui, authentique. Nous, on en avait peut-être beaucoup, on avait des intellectuels parce que nous, on nous utilisait comme des agents auxiliaires dans toutes les autres colonies. Oui, dans toutes les autres colonies. Mais un pays qui n'a pas des gens instruits, des gens qui ont la connaissance, des gens qui peuvent concevoir des choses, c'est très difficile. C'était le cas au niveau de votre département quand vous preniez service? Non, il y avait des plans triennal de développement routier. Il faisait. Et pour vous dire, c'est après l'indépendance. Jusqu'à l'indépendance, le goudron s'arrêtait à l'ADA. Ah oui. Jusqu'à l'indépendance, le goudron s'arrêtait à l'ADA et pointait le nez vers Boycon. Et il y a un goudron par rapport à la ville qui était à une seule fois. Et les camions restaient de côté, ils ne pouvaient pas se rencontrer. Mais c'est de 1900, c'est après l'indépendance, que tout ça là a été fait jusqu'en 1990. Le goudron est allé à Boycon, il y a eu Boycon Savalou, il y a eu Dassa, il y a eu Boycon Savet jusqu'à Parakou, et ça a pointé Dougou Nati Tengou, tout ça là. Donc Parakou, Dougou, je veux dire, tout ça là s'est fait quand même avant 1990. Et c'est ceux qui étaient là, qui faisaient, qui concevaient et qui allaient. Les gens ont fait des choses. On ne peut pas dire qu'il n'y avait rien avant le renouveau démocratique. On savait que ceux qui faisaient des études à l'étranger et qui rentraient n'étaient pas forcément bien accueillis par les cadres qui peut-être sont restés sur place pour faire leurs études ou leur formation. Comment a été votre intégration? Non, en fait, il n'y avait pas de gens formés localement quand moi je suis venu. L'université n'existait pas. Donc, ce problème-là ne se posait pas. Tout le monde venait de l'extérieur. Tout le monde venait de l'extérieur. Et de toute façon, ceux qui étaient sur place, avant que moi je vienne dans les années 76-75, c'était des subalternes. Ils étaient pratiquement au niveau de baccalauréat, de bac technique. Donc, ils ne pouvaient pas contester notre connaissance d'ingénieurs et consorts. Peut-être dans d'autres secteurs, il y avait ces problèmes, mais nous, dans notre secteur, il n'y en avait pas beaucoup. Ce n'était pas très marqué. Je vois. Est-ce qu'on avait une politique nationale de développement de la route et est-ce qu'avec le temps, ça s'est amélioré vraiment ou on est resté vraiment à des étapes primaires qui ne se sont jamais avancées? Non, il y avait une politique nationale de la route. Mais peut-être ce qu'on peut dire, le grand problème, c'est le financement des infrastructures. Ça coûte très cher. Mais jusqu'à 1990, si on peut parler, tous les pays cherchaient pour les infrastructures des financements publics. Des financements soit venant de la Banque mondiale et ailleurs. Mais ces financements, les autres ont recalé et ça c'est vite la BAD, leur développement, ces financements-là n'ont pas... Les besoins étaient tels que ces financements-là seuls ne peuvent pas faire face. Donc, il fallait changer
de paradigme. Chercher à financer autrement et ne pas s'accrocher au financement public, au financement de la coopération multisectorielle. Et ça a été orienté. L'Union européenne, qu'on appelait la fin d'avant, qui finançait beaucoup d'infrastructures routières, s'est retirée. D'autres se sont retirés. Donc il fallait réétudier le système et rentrer dans un autre paradigme pour pouvoir participer, pour pouvoir développer davantage le financement des infrastructures. À un moment donné, il y a eu un petit souci, une mauvaise malfaçon, enfin, qu'est-ce que je dis, une malfaçon dans la réalisation d'une route. Il fallait trouver, je dois dire, le coupable. On a commencé à chercher dans tous les sens. Cette partie est intitulée un devoir sur table. Racontez-nous un peu. Oui, mais en fait, ce n'est pas une malfaçon. Un devoir sur table, de quoi il s'agissait? C'est une histoire bizarre. C'est le pont de Dantoba. Oui. On préfabriquait je dis tout simplement des poteaux, oui, que nous enfichons jusqu'à 15 cm, jusqu'à 15 mètres de profondeur. On les enfichait et puis après, ça sert de fondation et on met les poutres là-dessus. Oui. Mais ces poteaux-là étaient préfabriqués. Et il y a eu un problème de ciment. Le fabricant du ciment a fabriqué... en fait, la fabrication du ciment chez nous, c'était rien d'autre qu'un broyage. On importait le clinker, on importait le gypse, on mettait le tout ensemble et on broyait. Mais si vous amenez le maïs au moulin, si on ne vous le boit pas à pied, vous préparez la pâte. Ça sera bizarre. Ça sera bizarre. Donc, il y a une fournée de ciment qui n'a pas été broyée au niveau où il fallait. Donc, heureusement, on les garde, une fois qu'on a préfabriqué, on les garde en essence pendant 14 jours, 28 jours, on fait les tests, on ne les utilise pas directement, on a fait les tests, c'est pas bon. Et il a été prouvé que c'est la faute du ciment qu'on a utilisé. Mais voilà que le fabricant du ciment était une ponte du régime. Alors, il dit, c'est ceux qui ont utilisé le ciment qui ont mal utilisé. Alors, du coup, il fait convoquer tous les ingénieurs pour montrer à son patron que ces ingénieurs ne connaissent pas les choses. Et il me questionnait comment on fabrique le ciment est composé de quoi, on réunit tout le monde. Et moi, je lis. Et les autres se grattaient la tête. Moi, je me lève, je dis, mais arrêtez. On ne peut pas me parler du ciment. Monsieur le cimentier, gardez votre papier, je suis sorti de la salle. Et c'est ça que j'appelle devoir sur table. On les a invités à une réunion pour parler du ciment. On nous distribue des petits papiers, des questionnaires. Et c'est quand même le temps de la Révolution, hein? Oui, c'est le temps de la Révolution. Et quel courage vous avez? Mais en fait, je dis, le jeune, c'est le prolétaire de la pensée. Je n'avais pas de femme, je n'avais pas d'enfant. Ça permettait de prendre tous les risques possibles. Exactement. Et je me dis toujours, si à 24 ans, 25 ans, 23 ans, vous ne prenez pas ce genre de risque, quand vous aurez 70 ans, à 55 ans, vous êtes une loque humaine. Vous ne méritez même pas de vivre. Donc, ce qui est caractéristique d'ailleurs de ce régime militaro-marxiste, c'est quand même ces coups bas qui se multiplient, parfois même le piètre agent de l'État, parce que peut-être il s'est fomenté des coups, peut se retrouver à la tête d'un département ministériel ou à de hautes fonctions avec de grandes responsabilités, etc. Mais vous êtes resté quand même serein. Comment est-ce qu'on peut rester incorruptible dans un environnement aussi difficile, aussi soupçonneux et dangereux? Mais au fond, le phénomène n'est pas aussi simple que vous le dites. C'est idéologique. Okay. Vous connaissez l'Internationale, la chanson. Nous ne sommes rien, soyons tout. À un moment donné, il y a des cadres, il y a des gens qui étaient les chefs.
Bon, la révolution, dans son idéologie marxiste, donc dit que c'est le peuple, c'est les ouvriers qui doivent commander. Et la chanson dit, c'est les ouvriers qui chantaient l'International. Nous ne sommes rien, soyons tout. Donc il faut qu'on balaie ceux qui sont en haut pour prendre leur place. Donc c'est idéologique, c'est conçu par un certain nombre de personnes qui, pour montrer à ceux qui sont là-bas que vous n'êtes pas indispensables, l'encadreur là devient directeur général du carnet et il commande, en une nuit, il est nommé, il commande l'ingénieur agronome qui était son patron il y a 24 heures. Donc c'est idéologique, c'est-à-dire il y a un fond idéologique terrible dedans, mélangé à ce que je dis, à la haine individuelle de l'individu, à la jalousie de ce que l'autre est devenu, c'est ça. Mais en fait, quand vous parlez de sérénité en ce qui me concerne, en fait, c'est une sérénité peut-être apparente, mais j'essaie à mon seul niveau, moi, de voir, d'analyser les situations et de voir quelle partie que je peux prendre pour pouvoir m'en sortir. Et moi, j'avais un truc. Cette situation de toute la révolution, il y avait un point fondamental en ce qui me concerne. Ça me laissait la possibilité de me former sur le terrain et de mettre en œuvre ce que j'ai appris. Et en ce moment, il n'y avait aucun conseiller technique étranger, surtout européen, encore moins français, dans les administrations. Quand je prends par rapport aux pays qui nous entouraient, c'est les conseillers techniques qui étaient des ministres, qui étaient les vrais patrons dans les ministères. Ouais. Les autres diplômés qui revenaient, on leur mettait cravate, on leur donnait un titre et puis ça s'essayait. Mais nous, il n'y avait pas de conseiller technique. Et j'ai des exemples là. On était confrontés à des problèmes. J'ai fait les études d'ingénieur. Il faut que je travaille et je cherche des solutions à ce problème. Je suis allé jusqu'à chercher des solutions à comment traiter les bouts humains, pour parler simple, les rejets des WC. Parce qu'à un moment donné, on déversait tout ça dans la lagune de Cotonou. Et puis, c'est devenu catastrophique. Ça n'a pas de lien direct avec votre formation de base. Mais le lien, c'est l'ingénieur ou un scientifique. Il veut chercher des solutions aux problèmes de sa société. Aux problèmes qui se posent. C'est ça le lien. L'assainissement. On faisait tout ça là à l'école. Mais on ne le faisait pas directement. Alors, du coup, confronté à ce genre de choses, tu cherches la littérature. Tu vois comment les gens ont fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça la recherche au niveau individuel. Donc, j'ai fait la recherche et j'ai vu, comparativement, on le faisait même dans nos maisons, les fosses septiques. C'est ça qu'on faisait dans nos maisons. Et c'est ça qui m'a amené, en cherchant la recherche dans la littérature, à faire de grandes fosses septiques que nous appelons le lagunage pour régler le problème du traitement des eaux usées. 20 ans de votre vie dans cet ouvrage, qu'est-ce que vous retenez quand vous regardez un peu dans le rétroviseur aujourd'hui? Ça va être la dernière question parce que le temps il est parti. Ouais. Quand je regarde dans le rétroviseur, je venais même de le dire avant que vous me posiez la question. Moi, j'ai été confronté au problème et ça m'a donné l'opportunité de me former sur le terrain. Sur le terrain, j'ai fait des ponts, j'ai fait des choses. Beaucoup de gens n'ont pas eu cette chance. Chercher des solutions à des problèmes auxquels on est confronté. Un cas simple, les gens, le service hydraulique faisait des pompes à baudruche dans tous les villages. Vous savez, et qu'on utilisait les pieds pour pouvoir pomper de l'eau. Mais mon ami Agboton, qui était directeur de l'hydraulique, il doit faire des pompes dans la vallée. Il me dit, mais comment on fait? Je cherche une solution. Dans la vallée, j'ai construit des plateformes à 2,50 m avec des marches à droite et à gauche. La pompe est au-dessus et les tuyaux vont jusque sur la plateforme. Et les gens, quelle que soit la saison, ils pompent depuis l'eau. Ils pompent l'eau. C'est ça le problème, chercher des solutions endogènes aux problèmes auxquels on est confronté. Aujourd'hui, vous rentrez dans la vallée,
Vous voyez toutes les pompes sur les plateformes en haut. En haut. Mais c'est parti de mon ami à Bouton et moi pour chercher des solutions aux problèmes locaux. Donc, ce que moi je retiens en perspective, ça va donner l'opportunité de faire beaucoup de choses, de gérer des usines, de faire des ponts, de faire des routes, de faire l'assainissement et de construire beaucoup d'autres choses et de réfléchir. Alors là, j'ai dit, j'en ai tiré tellement de profit et c'est ça qui m'a permis, si je peux dire une conclusion, en perspective de pouvoir me lancer moi-même dans l'ingénierie privée, société d'ingénierie privée, pour pouvoir développer des activités partout en Afrique. Achouaré Doutetien, merci beaucoup d'être passé sur mon plateau. Merci. Au royaume de la stabilité virtuelle. Arolo a devoir être. Bah, Tout est stable sur la marmite, est stable sur le feu, mais rien au bout dedans, rien ne cuit. Et celui qui est dehors dit que la République du Bénin est un pays stable. C'est une allégorie en référence justement au Bénin, où quand même on a les idées qui bouillonnent, qui foisonnent, alors que le pays n'avance pas. Exactement, c'est ça, Arolo a devoir être la stabilité virtuelle. Celui qui est dehors, il dit ces gens-là, ils sont stables, ils réfléchissent, ils font des choses. Mais il y a tellement de chocs à l'intérieur. Il y a une grande soufflerie qui empêche les choses de cuire à l'intérieur. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur mon plateau. Du courage à vous. On attend impatiemment le 3e ouvrage pour en parler aussi. C'est déjà disponible Merci. dans la librairie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Passez un excellent week-end.